Je vous propose maintenant donc d'aborder le sujet du piratage à l'hôpital, car comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de cyberattaques qui se développent, qui se multiplient même, et mettant l'organisation même de l'hôpital en danger et provoquant parfois même le transfert de certains patients. Donc comment nos établissements de santé peuvent-ils lutter? Que valent exactement nos données de santé? Quel est leur prix? Pourquoi est-ce que ces hackers s'y intéressent-ils autant? Ce sont quelques-unes des questions que nous allons aborder au cours donc, de cette table ronde. Et je vous propose donc d'accueillir Vincent Templier, sous vos applaudissements, ainsi que Laurent Willman-Courteau. Et pour modérer ces échanges, Guillaume Gralet, rédacteur en chef du service Tech et Sciences au Point. Bienvenue Guillaume, donc un sujet effectivement au cœur de l'actualité avec vos deux invités. Merci beaucoup. Effectivement, on pourrait dire que c'est un peu le mal du siècle. En tout cas, c'est quelque chose qu'on sent monter, qui ne s'arrête pas, malheureusement. On va expliquer techniquement comment c'est possible, comment on peut surtout se protéger. C'était en fait au sommet d'une rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine, quand ils se parlaient encore, c'était en 2021. Les fameux ransomware, il y en a eu pas moins de 623 millions l'année dernière. Et lorsqu'on paye cette rançon, donc un rançongiciel, c'est un logiciel qui va extorquer vos données, c'est-à-dire qui va empêcher le fonctionnement d'une partie de votre service informatique et qui va vous demander une rançon pour que soit vous récupériez les données, soit que vous puissiez faire refonctionner ce système informatique. Alors les rançons, lorsqu'elles sont payées, parce qu'elles ne sont pas toujours payées, ça peut aller en moyenne, c'est Sophos qui chiffre ça, à 115 000 euros, mais surtout les dégâts peuvent être très importants. On le voit au CHU Corbeil-Essonnes. Et ma première question, ça serait pour vous, Vincent Templier, donc vous êtes responsable de la sécurité du système d'information du CHU de Montpellier. Qu'est-ce qui se passe en ce moment à Corbeil-Essonnes? J'ai l'impression qu'on voit des données qui sont accessibles dans le dark web. Comment est-ce possible et qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Alors effectivement, nous subissons énormément d'attaques des pirates pour une raison relativement simple, c'est que dans un hôpital, on a énormément de données sensibles. On y reviendra sans doute par la suite. À Corbeil-Essonnes, ils ont subi de façon assez classique une attaque de pirates. Alors il y a une évolution du mode opératoire depuis peu. Avant, on enclenchait directement un chiffrement des données et on demandait une rançon. Maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils extraient préalablement les données en masse. Et une fois qu'ils ont fait leur course, et ben là, ils vont chiffrer la totalité des données pour immobiliser et paralyser le système d'information et ils déclenchent une demande de rançon. Si la rançon n'est pas payée, ce qui est une des directives pour les centres hospitaliers, c'est de ne pas payer la rançon pour ne pas encourager les terroristes finalement du dark web. Et là, dans ces conditions, ils vont publier une partie de ces données. C'est ce qui s'est passé. Voilà. Le CHU n'a pas payé. Exactement. Et donc là, ils ont publié une partie des données, donc des données très sensibles, importantes. Alors qu'est-ce qu'on peut voir comme données, si on va les retrouver sur le dark web? Alors je sais que c'est interdit, mais qu'est-ce qui circule en ce moment et qu'est-ce que cherchent les hackers et qui ça peut intéresser? Peut-être les sociétés d'assurance, les chercheurs? Oui, alors on est sur le système de la terreur. Alors typiquement, là pour Corbeil-Essonnes, ils ont sorti tous les comptes rendus d'anapathologie. Donc voilà, c'est quand même assez important. Et ils l'ont bien fait au moment de l'Octobre Rose. Donc au moment où on sortait justement un événement, ils ont sorti des pièces sensibles qui correspondent à cet événement en France. Donc, très concrètement, il y a quoi par exemple qui circule? C'est des données, si on a fait un prélèvement d'une partie de son corps, c'est ça? Tout ça, ça circule? Oui, exactement, avec les comptes rendus associés. Donc si vous avez par exemple un cancer du sein, typiquement, voilà, vous allez avoir le compte rendu qui va indiquer clairement le résultat malheureux de votre extraction. Et donc ça c'est publié. Donc c'est quand même une atteinte assez violente pour les patients. Bien sûr. C'est quand même
particulièrement sensible. Et puis il y a aussi d'autres informations qui ont été divulguées, des informations qui sont internes à des hôpitaux, voilà, des communications entre les patients et les médecins, mais aussi entre médecins, voilà, des choses qui... Et puis ça peut servir pour des usurpations d'identité, parce que il y On a a aussi de tout, effectivement. les données d'identité, etc. Et carte d'identité, etc. Tout ça, ça circule en ce moment. Alors, on va essayer de se rassurer un peu parce que je sais que vous êtes conscient du problème. Il y a déjà pas mal d'actions qui ont été entreprises pour nous protéger. Laurent, donc vous êtes directeur du pôle numérique en santé et protection des données au CHU de Montpellier. Je crois qu'il y a pas mal de choses très concrètes que vous avez mises en place au CHU. Est-ce que vous pouvez nous détailler, donner quelques exemples ? Oui, alors c'est pas parce que Corbeil-Essonnes, malheureusement, a été la victime de cette attaque que Corbeil-Essonnes n'avait rien fait et que les autres établissements ne font rien. Donc depuis des années déjà, progressivement, il y a une prise de conscience. Il y a des outils qui sont mis en place. Alors il y a plusieurs outils techniques, de multiples outils pour bloquer l'accès dans un premier temps. Je vais donner juste un exemple. Une des méthodes classiques, c'est l'hameçonnage, le phishing. Qui par mail, on vous envoie un mail, vous cliquez sur un lien et derrière ça entraîne un certain nombre de conséquences. Au CHU, on a un outil, on a eu plusieurs outils. Le dernier qui est mis en place depuis 1 an est très très efficace. Donc juste vous donner un chiffre parce qu'il est quand même frappant. On reçoit 12 millions de mails par mois. Sur ces 12 millions, il y en a moins de 2 millions qui sont distribués en fait aux utilisateurs finaux. Les autres, c'est qu'ils sont douteux. Sur le spam, il y en a à peu près 300 000 identifiés comme spam. Et puis il y en a plus d'1 millier où clairement il y a un virus identifié, c'est clair et net. Le reste, c'est des expéditeurs un peu douteux et donc qui sont mis de côté et qui empêchent nos utilisateurs de pouvoir cliquer malencontreusement sur le document. Voilà, ça c'est des outils. Après, il y a plein d'autres outils techniques pour dire oui, quelqu'un a réussi à rentrer dans mon réseau, mais ce comportement n'est pas normal. Ce n'est pas un être humain qui peut être derrière l'ordinateur, à interroger un dossier patient, à faire tout un travail. On se rend compte qu'à 5000 instructions par heure, c'est pas normal. Donc du coup, il y a des outils qui nous permettent de couper automatiquement. On a même un système maintenant avec quelqu'un 24 heures sur 24 qui permet de repérer ces comportements et d'y mettre fin. Donc oui, on a été pénétré, mais on l'a repéré. Voilà, et c'est une lutte au quotidien menée par Vincent qui nous suggère un certain nombre d'évolutions pour arriver à nous protéger le mieux possible. D'accord. Est-ce que l'intelligence artificielle qui est utilisée, y compris par les attaquants, si j'ai bien compris, c'est ce qui explique en tout cas Evyatar Matiana, qui a une des personnes qui a mis au point, on en a parlé hier, c'est pour ça que c'est passionnant, le système de protection de cyberdéfense en Israël et qui sort un livre en ce moment qui s'appelle Cyber Power, dont on a parlé dans le point avec Guéric Poncé. Est-ce que l'intelligence artificielle qui sert aux attaquants peut servir à se défendre également ? Alors je ne suis pas un grand spécialiste, mais je pense que oui. Mais avant de penser à l'IA, je pense qu'il faut qu'on poursuive dans la mise en place d'outils peut-être un peu plus classiques, mais qui ont quand même fait la preuve de leur efficacité. Sensibilisation. Alors, il y a la technique, voilà, et j'allais arriver à la sensibilisation, la formation de nos utilisateurs, un certain nombre de conseils d'hygiène de base informatique. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Je donne juste un exemple sur le mot de passe, parce que j'y suis très attaché, et on demande aux hospitaliers, par exemple, de dire « mon mot de passe à l'hôpital, non seulement il est complexe, mais en plus je le réserve exclusivement à l'hôpital ». On a des médecins qui malencontreusement se sont fait pirater. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient utilisé le même mot de passe sur un congrès, une inscription à un congrès médical que pour l'hôpital. Le congrès s'est fait pirater et par des bords, on a pu être mis en danger. Bon, il n'y a pas eu d'impact, mais pour dire que cette méthode du rebond a été utilisée dans multiples exemples par le passé et en dehors même de la santé, et c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on soit très vigilant. Très attention au mot de passe, donc très concret. Vincent, je sais que vous voyagez beaucoup. On a parlé hier, par exemple, de déplacements que vous avez fait à Lviv en Ukraine ou d'autres. Vous allez à énormément de conférences, vous connaissez beaucoup bien le monde des hackers. On a l'impression quand même qu'effectivement, on réagit, c'est très intelligent, puis tout à l'heure on parlera des protections à venir, mais qu'en même temps, on est au milieu d'une guerre géopolitique avec des hackers qui sont extrêmement bien organisés. Il y a tout un business. Comment
se situe la France dans tout ça? Je lisais, et on en a parlé aussi dans le point, que la France est 4e en termes de demande de rançon, c'est-à-dire qu'on est extrêmement attaqué en France et en Europe. Comment on se situe sur l'échiquier géopolitique? Alors, bon, il y a plusieurs questions. Alors, effectivement, actuellement, les enjeux géopolitiques sont très importants, hein, surtout avec la guerre en Ukraine. Il y a les groupes principaux d'attaquants sur la partie ransomware sont des pays de l'Est, hein, alors soit russes, hein, soit avant ukrainiens, voire les deux. Il y avait des groupes qui étaient russophones en grande majorité, donc ukrainiens et russes. Il y a aussi chinois, nord-coréens. Voilà, on voit quand même qu'il y a une géopolitique assez importante. La France n'est pas en retard sur ça. On a forcément de nature, on est plus sur la défense que sur l'attaque. Voilà, c'est notre culture qui est comme ça, mais on n'a pas à rougir, on va dire, face aux attaquants étatiques. Après, il faut bien faire la distinction entre les groupes qui vont demander une rançon et les attaques d'État. Les attaques d'État sont beaucoup plus perfectionnées, ils ont des moyens beaucoup plus importants. Et en Russie, ils utilisent très souvent les groupes qui font justement des ransomware, qui font des attaques avec demande de rançon, quand ils doivent faire une attaque d'État. La plus grande et plus connue d'attaque d'État, c'est la cyberguerre en Estonie. En 2007. En réaction justement au déplacement du soldat de Tallinn, etc. Mais c'est rarement revendiqué par Moscou. Oui. Ces attaques d'État, c'est ça qui est un peu compliqué. Alors oui et non, dans le sens que par exemple pour l'Estonie, effectivement, c'était pas revendiqué par Moscou. En plus, on a eu même, c'était assez amusant entre guillemets, Vladimir Poutine qui a indiqué qu'il faudrait légiférer au niveau international sur la cyberguerre, parce que finalement, à ce jour, une cyberguerre, on n'est pas considéré comme une guerre en tant que telle. C'est un abus de langage. Voilà. Donc c'est des enjeux politiques qui sont assez importants. Nous, au niveau des hôpitaux, nous sommes quand même pas... voilà, pour l'instant, il n'y a pas d'attaque étatique vis-à-vis des hôpitaux. On croise les doigts. Néanmoins, c'est les groupes où on sait qu'ils vont être utilisés par les États si d'un seul coup l'État décide d'attaquer tout un pays. Alors après la France, vous avez indiqué que la France était effectivement très touchée. On est très touché comme toute l'Europe, à vrai dire, suite en 2018 au RGPD, donc au règlement de protection. Et paradoxalement, ce règlement sur la protection des données personnelles met des amendes assez fortes aux entités qui ne respectent pas leur obligation de protection, en tout cas de moyens de protection, et les pirates se sont dit c'est bien, c'est un moyen, c'est un levier finalement pour être payé, parce que quelquefois les entreprises préfèrent payer que ça sorte pas sur la place publique, et comme ça ils évitent éventuellement des amendes assez fortes en parallèle. Un effet collatéral du RGPD. Pour revenir à l'Estonie, donc c'est depuis ces attaques notamment qu'a été installé le centre de cyberdéfense de l'OTAN à Tallinn. Mais la France, si je ne me trompe pas, effectivement défend, mais aussi une unité d'attaque, c'est ça ? Alors, on a un APT, effectivement, c'est ce qu'on appelle un groupe d'État, finalement, comme ça. Bon, là, on ne sait pas ce qu'ils font. En tout cas, officiellement, on en a un. Il y a peu de pays comme ça. Donc, c'est pour ça que je dis la France, on n'a pas à rougir. On a quand même il y a même un campus cybersécurité qui a été créé. Le campus cyber. Ouais. Exactement. Donc, on n'est pas du tout en retard. Après, le gros souci que nous avons, on est face à des gens qui sont très bien outillés. En Russie. Et puis, comme disait Laurent Wildman, il y a tout un aspect de sensibilisation, parce qu'avant de passer à l'intelligence artificielle pour nous protéger et mettre une technologie très avancée, la faille humaine reste importante. Et donc on peut éventuellement toujours tomber à cause de cette faille humaine. Je donne un exemple. Si on distribue des clés USB partout sur les parkings, quelle est la probabilité que vous ramassiez la clé, que vous la branchiez sur le premier ordinateur arrivé? Donc si je fais ça dans une entreprise... On peut faire le quiz, je crois que vous avez les chiffres en plus, non? Voilà, donc effectivement, on a déjà, j'ai des collègues qui ont fait le test pour voir un petit peu, et effectivement, on est arrivé à 8 sur 10. C'est pour ça que la plupart des hôpitaux, maintenant, interdisent l'utilisation de clés USB. Alors, c'est toujours des contraintes. Moi, mon travail, c'est de faire la sécurité. Alors, à l'instar de la sécurité routière, c'est forcément des contraintes pour l'usager, mais c'est des contraintes pour le bien-être, finalement, de l'ensemble de la population. Et ce qu'il faut comprendre quand on travaille dans un hôpital, c'est que les patients nous confient leurs données et on est garant de leur sécurité. Laurent, je voulais juste préciser que la mise en place de ces contraintes ne se fait pas sans résistance, qu'on peut comprendre, parce qu'on vient perturber le mode de fonctionnement de médecins en particulier.
mais c'est une contrainte qu'on va être malheureusement obligé vraiment d'imposer. Très bien. Donc on voit bien, hein, pour revenir à la France, que parfois la meilleure défense, ça peut être la taxe. Hein. C'est intéressant, cette stratégie d'attaque peut-être préventive. Si on revient justement à la manière de nous protéger, là je m'adresse plutôt vers vous, Laurent, c'est-à-dire qu'il faut sensibiliser, que tout le monde ait des gestes du quotidien pour nous protéger, pour protéger leur entreprise. Il y a aussi une course au talent. Moi, j'en avais parlé avec des gens du campus cyber, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir recruter les meilleurs. C'est le cas de l'État, des entreprises qui veulent se protéger, mais également du CHU. Comment vous faites ? J'ai envie de dire, on fait un peu comme on peut. La difficulté, elle existe pour nous, mais j'ai l'impression qu'elle existe sur un plan national. Hein. Même, on voit des grosses sociétés comme Orange, etc., qui ont du mal à recruter des spécialistes. Il y en a un petit nombre. Donc on bichonne ceux qu'on a pour essayer de les garder. Et puis après, on essaye de conforter nos équipes. Mais c'est vrai qu'en ce moment, même si la décision est prise au niveau d'un établissement de recruter, on publie l'annonce, et on n'hameçonne pas grand-chose, hein, souvent. Donc, quand on a un candidat, c'est bon. Quand on a un alternant, c'est notre cas depuis quelques semaines, on est vraiment très, très content déjà. Voilà, mais la situation, elle existe à Montpellier, elle existe dans tous les établissements de santé. Et c'est vraiment un problème parce que ça vient un peu contrecarrer les efforts qui ont pu être faits au plan national, dans le cadre de plans accordant des centaines de millions d'euros pour renforcer l'informatique et la sécurité au niveau des établissements de santé. Et donc le fait que côté ressources humaines, on peine à recruter, côté réseau, côté système, etc., nous pose un réel problème pour mettre en place les outils. On peut avoir l'idée, on peut avoir le budget, mais si on n'a personne pour mettre en place ces outils, ça retarde à minima leur mise en place, voire ça la contrecarre, et entre-temps, on peut se faire attaquer. Parce que la guerre se joue au quotidien. Il y a une alerte faille, attention, il faut essayer de passer le patch sur un serveur, sur X serveur, il faut le faire dans les quelques heures qui viennent. Donc, encore faut-il avoir quelqu'un. Exactement, et puis cette guerre des talents, elle se joue au quotidien, sachant que lorsqu'on travaille dans le privé, on peut gagner beaucoup plus, mais si on est hacker, ou si là, on peut gagner beaucoup plus. Mais Vincent, en tout cas, va rester, d'après ce que j'ai compris, parce qu'il a dit qu'il sentait comme mission de rester, de travailler pour le service public. Il n'a pas signé encore. L'autre question que je voulais vous poser, c'est est-ce que ça se joue également sur le matériel, le renouvellement de matériel, parce que ça c'est aussi des gros investissements, et est-ce qu'on peut recourir à des outils comme le bug bounty? Vous savez, c'est faire appel à des hackers qu'on dit éthiques, c'est-à-dire qui vont voir les failles qui existent sur votre système pour vous prévenir. Bon, eux, vous les payez normalement, mais ils vous préviennent d'une éventuelle future attaque pour que vous puissiez justement la réparer. Oui, alors on fait passer effectivement des sociétés spécialisées dans les audits de sécurité, de cybersécurité, mais nous ne sommes pas les seuls malheureusement à le faire, parce que les pirates informatiques, entre autres le plus gros groupe actuellement, celui qui a attaqué justement Corbeil-Essonnes, qui s'appelle Logbit, fait la même chose pour ses outils. Donc c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun souci à dire mon outil il a peut-être une faille, donc je vais demander et je vais payer pour que des gens auditent cet outil et l'améliorent. Ils font un bug bounty pour eux-mêmes. Ils font un bug bounty pour eux-mêmes. C'est-à-dire un audit de leur système de sécurité. Exactement. Donc on voit bien que c'est une course, c'est le jeu du chat et la souris, et effectivement, pour l'instant, on est plutôt la souris que le chat. Le matériel, rapidement, est-ce qu'un hôpital comme le CHU de Montpellier arrive à suivre? Est-ce que peut-être il y a des systèmes de location de matériel, ça peut pallier au fait de toujours renouveler pour avoir un système plus sécurisé? Alors non, dans le cadre de nos modalités de financement, la location ne change rien à l'affaire. À un moment donné, il faut bien payer, que ce soit en investissement ou en exploitation, c'est le distinguo qu'on fait. Alors à Montpellier, pour l'instant, j'ai envie de dire qu'on n'a pas eu trop de difficultés. On a pu progressivement renouveler un certain nombre de choses. Ça ne veut pas dire qu'on est bon partout, bien naturellement. Par contre, beaucoup d'autres établissements sont confrontés à un dilemme. Est-ce que j'achète un scanner ? Ou est-ce que j'investis dans des nouveaux switches, des équipements, des choses qu'on ne voit pas, qui n'ont pas d'impact direct et visible sur la prise en charge du patient, et qui pourtant y contribuent très largement, au quotidien et en permanence.
Alors, lorsqu'on regarde les reportages en ce moment à l'hôpital de Corbeil-Essonnes, on voit du personnel hospitalier reprendre des stylos, des cahiers, revenir aux enregistrements vocaux pour enregistrer leur diagnostic. Est-ce que ça ne serait pas une solution, en tout cas, de se couper en grande partie du monde extérieur ? Alors, c'est complètement contradictoire avec l'évolution des prises en charge des patients. Moi, j'ai maintenant plus de 30 ans d'hôpital derrière moi. J'ai connu les dossiers papier qui n'étaient pas le même d'un service à l'autre, qui étaient perdus, on ne savait pas où ils étaient. Maintenant, on a des dossiers patients informatisés qui ne sont pas forcément parfaits, mais qui permettent de regrouper à un seul endroit tous les éléments concernant un patient, quelle que soit la spécialité qu'il a prise en charge à un moment ou à un autre. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. Et maintenant, la nouveauté, c'est qu'il faut qu'on partage. Donc il y a un partage à l'intérieur de l'établissement déjà. Et puis le deuxième point, c'est que maintenant, on nous incite de plus en plus, et c'est normal, de partager nos données avec d'autres établissements. Typiquement, nous, aujourd'hui, nous sommes certifiés hébergeurs de données de santé. Donc ça veut dire que des hôpitaux de l'Hérault ont mis leur logiciel chez nous, leurs patients, tout le fonctionnement de leur dossier patient est chez nous. Donc vous voyez, il y a un partage entre plusieurs établissements. Après, il y a la mise en place du DMP, du Mon Espace Santé, donc partagé avec la Sécurité sociale, et puis aussi partagé avec les médecins libéraux, les cliniques et tout ça. C'est l'intérêt du patient. Donc vous voyez qu'on est dans un système qu'il faut absolument qu'on ouvre en termes de progrès pour le patient. C'est un plus, c'est indéniable. Et dans le même temps, à chaque fois qu'on partage, on ouvre une porte. Donc le tout, c'est de sécuriser l'ouverture de cette porte pour qu'elle puisse éventuellement se refermer à temps. Merci beaucoup. Alors, on va prendre des questions du public dans quelques instants. J'ai peut-être une question, Guillaume, si vous me le permettez, mais Bien effectivement, sûr. Vous dites les patients nous confient leurs données. Est-ce qu'on peut imaginer qu'ils attaquent l'hôpital en justice parce qu'il y a eu des failles? Est-ce que ça peut être le cas? Et est-ce que vous craignez finalement que demain, ce phénomène puisse se développer? Alors, je ne crains pas le cas. Il va se produire inévitablement. Corbeil-Essonnes, c'est potentiellement 1 500 000 personnes qui sont concernées par ce vol de données. Je vois difficilement comment il n'y aurait pas, au milieu de ces 1 500 000, des personnes qui ont été effectivement pénalisées, etc., et qui vont donc faire un recours auprès de la justice. Donc ça, c'est sûr. Après, quelle sera la solution qui sera donnée? Quelle sera la jurisprudence? Est-ce que l'établissement pourra être tenu comme responsable? Absolument. Pour moi, il y a un certain nombre d'obligations. On a une obligation de moyens. Il faut qu'on puisse faire la preuve qu'on a déployé un certain nombre d'outils, qu'on a sensibilisé, qu'on a pris des protections. Après, malheureusement, à Montpellier comme ailleurs, je pense qu'on ne peut pas garantir à 100% qu'on sera safe et qu'on aura échappé à ces attaques. Voilà. Mais je pense que si on peut faire la preuve qu'on était dans les règles de l'art, qu'on a vraiment fait tout ce qu'on pouvait avec les moyens qui étaient les nôtres, j'ose espérer que la responsabilité sera à minima atténuée. D'accord. Et donc, même si vous êtes certifié hébergeur de données de santé, c'est une obligation de moyens? Oui, de toute façon. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Et on le doit pour nos clients établissements de santé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, oui, on va prendre effectivement des questions. Voilà, monsieur. 2 questions déjà de ce côté-là. On vous écoute, monsieur. Merci beaucoup. Donc, avant de continuer, je suis persuadé que vous avez fait preuve de bonne volonté. Merci pour cette question, madame, parce que oui, je pense qu'il faut attaquer aujourd'hui les hôpitaux. Il faut les attaquer si nos données sont compromises. J'étais au mois de juin dernier à Angers pour un congrès sur la réhabilitation psychosociale et je discutais avec une infirmière qui m'a dit j'ai failli pas venir parce que mon mail de confirmation de participation au congrès, je l'ai reçu avant-hier parce que depuis 2 mois, l'informatique de l'hôpital d'Ajaccio est en rideau. Exactement l'attaque que vous avez décrite à Corbeil-Essonnes. C'est la même chose. 2 mois. Pendant 2 mois, un hôpital a vu son système informatique, je ne parle pas des petits PC sur les tables, le système informatique inopérant. Où est le plan de continuité d'activité? Où est le plan de reprise d'activité? Où sommes-nous? Je ne doute pas de l'extrême puissance des pirates. Non, on vous laisse parler, monsieur. Je n'en doute pas. Monsieur. Je n'en doute pas. Où sont les PCA et les PRA?
qu'est-ce qui se passe dans le système informatique des hôpitaux? Merci, Voilà. monsieur. Merci pour votre question. Alors je vais répondre parce que c'est un volet effectivement très intéressant. Alors, on peut peut-être préciser, pour ceux qui ne sont pas familiers, le plan de continuité Oui, tout des à fait. hôpitaux, c'est une obligation. Voilà. Donc, de façon historique, au niveau de l'informatique, on a prévu donc des plans de reprise d'activité ou de continuité d'activité, comme on l'appelle. Donc, c'est simplement le fait que s'il y a, par exemple, un dysfonctionnement majeur, un incendie sur une salle serveur, on puisse basculer sur la deuxième salle serveur. Néanmoins, donc ça, on est à peu près bon sur ce sujet-là. Mais là, les nouvelles menaces qu'on subit, entre autres les ransomware, ne fonctionnent pas du tout de la même manière, parce que c'est un chiffrement des données, et ces chiffrements de données, même si on rebascule sur l'autre salle, ils sont toujours chiffrés. Donc c'est là la difficulté. Donc ça nous oblige à faire, là, au niveau informatique technique, la restauration à partir des sauvegardes de ces données. Ce qu'il faut comprendre sur un système d'information, et là je que sur l'informatique, je ne parle pas du reste, pourquoi ça prend un temps infini, et effectivement ça prend énormément de temps, c'est tout simplement que déjà le SIH il est très compliqué, le système d'information hospitalier, c'est énormément de logiciels, pour vous donner à peu près, on est à plus de 250 logiciels métiers simplement au CHU de Montpellier, et tous ces logiciels, quand ils sont synchronisés entre eux, autant, voilà, mais les sauvegardes, elles ne se font pas à un instant T. Quand vous avez plusieurs pétas de données à sauvegarder, on va finir la sauvegarde à T sur tel logiciel, et puis AT+1 pour l'autre logiciel, et AT+2, etc. Et quand tout est chiffré d'un coup, il faut qu'on restaure, et après il va falloir qu'on resynchronise toutes les bases de données pour retrouver les patients qui sont arrivés en cours de route, ceux qui ont été perdus, etc. Et donc tout ce travail, il est fait conjointement avec les éditeurs. On ne peut pas le faire nous en local. Donc ça prend énormément de temps. De plus, le système de restauration de sauvegarde, les pirates, il faut savoir que quand ils rentrent dans un système d'information, souvent ils se cachent pendant 30, 40, quelquefois 90 jours à l'intérieur du système avant de déclencher le chiffrement. Et forcément, il faut qu'on vérifie aussi l'innocuité à l'intérieur de nos sauvegardes. Parce que si on restaure quelque chose où il y a déjà le pirate qui est en place, finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, on voit bien finalement que, techniquement parlant, ces nouvelles menaces nous posent un réel problème. Et la réponse qu'on a actuellement à ça, la seule réponse qu'on a, et vous avez totalement raison, c'est qu'il faut se préparer en faisant un plan de cyber-résilience. C'est-à-dire, le plan de cyber-résilience, à la différence avec un plan de retour d'activité, c'est plutôt voir que, en parallèle de la restauration des sauvegardes et de la remise en état du système d'information, comment on continue à prendre en charge le patient pendant tout ce temps le mieux que possible. Et donc ça, on peut le faire. C'est pas un problème de technicien, c'est un problème aussi à voir d'organisation d'établissement et le voir surtout avec le corps médical. Donc nous, au niveau du CHU de Montpellier, ce point a été identifié par notre directeur général. On travaille dessus et ça va être une annexe à ce qu'on appelle le plan blanc. Voilà, parce que tous les hôpitaux ont un plan blanc. Et donc on va faire une annexe à ce plan blanc et on va s'organiser, se structurer au niveau de l'organisation du soin pour pouvoir le faire, peut-être dans certains services papier-crayon, et dans d'autres services se dire ça on peut pas le faire en papier-crayon, et on va dire au minimum on va prendre un serveur, on va le mettre peut-être en stérilisation pour pouvoir traiter les automates, pour pouvoir le faire au minimum, et puis aussi organiser quand c'est pas possible, parce que par exemple si on gère un polytraumatisé, c'est énormément de choses derrière, il faut de l'imagerie, du laboratoire, il faut beaucoup de choses, et dans ces cas-là, il faut qu'on prévoie en amont comment on réoriente les patients vers un autre hôpital pour pouvoir avoir un traitement efficace. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Merci beaucoup. On va prendre la question suivante. Donc madame et ensuite monsieur, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Moi, je veux sortir un peu de l'hôpital et poser la question de la protection des données quand on passe par des serveurs de rendez-vous comme Doctolib ou autre. Très bonne question. Et je me permets de la compléter parce que c'est une question qui m'intéresse beaucoup. On dit toujours que les données de santé sont des données extrêmement, bien sûr, sensibles, précieuses. Et il y a eu tout un débat avec le Health Data Hub, vous savez, qui a hébergé une partie Absolument. de ces données chez Microsoft. Et on s'est demandé, est-ce qu'il faut forcément passer par des fournisseurs de logiciels français ou européens pour faire court ? Alors, on parle de protection des données. Là, vous avez en face de vous le technicien informatique, si j'ose dire. De l'autre côté, on a nommé, dans tous les établissements maintenant,
un DPO, Data Protection Officer, ou DPD, délégué à la protection des données. Pardon. On utilise tellement l'acronyme anglais qu'à la fin, on ne sait plus trop. Voilà. Donc c'est le rôle, effectivement, de regarder dans chacun des contrats si effectivement notre prestataire, notre interlocuteur respecte un certain nombre d'éléments. Donc pour rien cacher, avec Doctolib, il y a eu quelques échanges très, très chauds. On a essayé de répondre à plusieurs, avec des centres hospitaliers universitaires, en disant l'union fait la force, on représente un point important. Et il y a eu des évolutions très, très sensibles de la part de Doctolib. Voilà, mais c'est une préoccupation. Et on a également la même chose avec un certain nombre de fournisseurs dans le domaine de la recherche, etc., qui ont une tendance à envoyer les données aux États-Unis ou dans d'autres pays dans lesquels les règles de protection des données ne sont pas du tout les mêmes que les nôtres. Donc là aussi, il y a un travail qui est fait de sensibilisation pour arriver à ne pas bloquer l'évolution de la recherche, si c'est un projet de recherche, tout en protégeant les données de nos patients. Voilà, c'est une préoccupation quotidienne, hein, je peux vous l'assurer. On a un DPO, pour l'instant, on espère pouvoir passer à 2 personnes, qui me disait passer à peu près la moitié de son temps sur les projets de recherche, puisque le CHU de Montpellier est vraiment un établissement gros chercheur, vous l'avez vu dans différentes tables rondes, et donc c'est une préoccupation quotidienne pour s'assurer que la protection des données est bonne chez nous. Merci beaucoup. Monsieur, vous aviez une question ? Oui, bonjour et merci pour vos interventions. Donc on a parlé de rançonnage, on a parlé de protection des données individuelles, mais on n'a pas évoqué la valeur stratégique des données de santé. Et je pense que c'est un point qui est prédominant, puisque aujourd'hui on voit que les GAFAM investissent très massivement dans la e-santé, justement pour permettre l'apprentissage d'algorithmes d'intelligence artificielle, d'aide à la décision ou d'aide à la décision thérapeutique ou d'aide au diagnostic. Et finalement, ces algorithmes ont besoin de beaucoup de données qui sont qualifiées, et les hôpitaux sont évidemment les premiers fournisseurs de ce type de données. Donc qu'en est-il de ce piratage, et qu'en est-il, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait une petite réticence à l'utilisation de l'intelligence artificielle à l'hôpital, et qu'en est-il justement de la valorisation de ces données déjà par nous-mêmes au sein des hôpitaux? Et donc on parlait de partage. Aujourd'hui, je pense qu'il y a, à part certaines exceptions, encore beaucoup de silotage des données de santé au sein de chaque hôpital. Et si la France déjà pouvait extraire la valeur de ces données elle-même, les autres intervenants, les autres acteurs ne pourraient plus le faire, parce que ce serait déjà fait. Je ne sais pas si je suis clair. Si. Tout à fait, Alors, merci beaucoup. Votre question est très intéressante à plusieurs niveaux. Donc déjà, effectivement, je voudrais rectifier quand même l'histoire que le CHU ne regarde pas l'intelligence artificielle. Si, c'est juste, tout à l'heure, la question était sur l'intelligence artificielle, sur les outils techniques pour se protéger, ce qui est totalement différent de l'intelligence artificielle dans la recherche au niveau médical. C'est 2 aspects totalement différents. Et effectivement, l'intelligence artificielle, côté médical, on est dedans et on est très sur ce sujet. Sur les données sensibles, vous l'avez très bien cité, effectivement, nos données sont de l'or. C'est évident, les pirates l'ont compris, c'est pour ça qu'un dossier patient se monétise entre 200 et 400 $, donc on va dire une moyenne de 300 $. Pour vous donner à peu près une ordre d'idée, Corbeil-Essonnes, c'est 1,5 million de patients qui vont recevoir une lettre comme quoi il y a eu une fuite de données les concernant, potentiellement, donc vous faites une multiplication à 450 millions de $, c'est quand même intéressant pour des pirates en valorisation. Donc ça, c'est le premier aspect. Sur l'intelligence artificielle, comme vous l'avez indiqué, il faut énormément de données bien qualifiées. On a l'avantage en France, c'est qu'on fait un travail assez bien par rapport à notre système déjà de facturation. Donc on est dans l'obligation d'avoir des données qui sont relativement bien considérées vis-à-vis de la qualification et de la qualité des données qui sont récupérées. Même si tout n'est pas parfait, on peut encore améliorer le système. Mais par rapport à d'autres pays, on est considéré comme étant des données de valeur. Donc forcément, on devient des cibles encore plus marquantes. Ces données, on n'est pas la Chine, la France, donc on ne peut pas exiger de faire de la recherche sur la totalité de données de toute notre population. En Chine, eux, ils ont l'avantage, et pour ça qu'ils prennent une avance considérable sur l'intelligence artificielle, c'est qu'ils ont un flot de données énorme. Voilà, c'est évident.
Donc on peut soit le compenser de façon légale, on est obligé de faire de la recherche clinique, de passer par la voie légale, et ça prend un temps infini, soit malheureusement il y a des gens qui vont acheter en gros des données sur le dark web pour avancer plus vite. Voilà. Alors on peut que le regretter, nous on le regrette, mais c'est un fait. Le nier ne change rien, on ne veut pas nier l'évidence. Nous, notre objectif, en tout cas, c'est de préserver le stockage et le partage de données dans votre question. C'est le Youth Data Hub. Voilà, c'est les entrepôts de données de santé. Il y a un appel à projet en cours. Le CHU se positionne sur un entrepôt de données de santé qui permettra justement d'améliorer l'aspect que vous avez indiqué. Mais on n'en est qu'au début, et puis derrière, il faut aussi que techniquement, la France soit capable d'être souveraine sur ces outils. Et actuellement, ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'on est obligé de passer par des GAFA. Et malheureusement, les GAFA, avec leur réglementation, peuvent collecter les données si elles ne sont pas chiffrées. Donc heureusement, on les chiffre avant de les mettre sur justement ce genre d'outils. Mais le chiffrage, il a un intérêt à un instant T, pas demain. Laurent, sur la souveraineté. Sur les GAFA, oui, on peut dire qu'on est dans une zone qui parfois doit être un peu grise. J'ai aucun élément de preuve ni rien, mais on peut penser peut-être que certains groupes de hackers sont quand même liés d'une manière ou d'une autre à des grosses entreprises comme ça qui ont besoin absolument de récupérer des données. Après, vous parliez de valorisation, elle existe quand même, peut-être à un niveau insuffisant, mais je pense encore une fois aux données pour la recherche, où on a des accords qui sont passés avec certains industriels en disant qu'on met à disposition un certain nombre de résultats. Mais la différence avec les hackers, c'est que tout est anonymisé et on est incapable de savoir que ça concerne tel ou tel patient. Mais il y a déjà une valorisation qui existe. C'est un gros potentiel, je pense, insuffisamment exploité par les établissements encore, même des établissements comme le nôtre. Voilà, mais je pense que c'est une piste d'évolution importante. Merci beaucoup. Merci beaucoup. pour toutes ces informations, pour ces échanges. On vous applaudit, effectivement. Merci, Guillaume. Et donc, on se retrouve à 14h10 donc, pour voir de quelle manière le numérique donc, révolutionne notre alimentation. Et on aura le plaisir, Guillaume, de vous retrouver. N'oubliez pas la galerie avec toutes les animations qui sont proposées par nos partenaires. Et donc, à très bientôt. Merci beaucoup.